Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la dernière étape du Tour de Slovénie. On va revenir un petit peu sur les coureurs top, les flops, bonnet d'âne, et puis bien entendu les différents classements qui va remporter cette épreuve, qui a été en difficulté sur, sur cette semaine de compétition. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications et sur les différentes miniatures. Alors, cette 5e étape du Tour de Slovénie. Alors on se disait ce matin, tiens, il pourrait peut-être y avoir un petit peu de spectacle. Déjà parce que le parcours n'était pas si facile avec une montée à 9% dans les 10 derniers kilomètres, enfin dans les 15 derniers kilomètres. Donc on savait que cette difficulté-là pouvait déjà nous offrir un match entre les sprinteurs et les coureurs un peu plus punchers. Et puis qu'il y avait également un autre paramètre à prendre en compte, le classement général. On avait encore des coureurs qui étaient assez proches. Je pense notamment à Geoghenaert, je pense notamment à Großschartner, qui n'était au final pas très loin de Anders Alland Johannesson et qui pouvait, pourquoi pas, créer du danger avec une équipe Puno X qui n'était peut-être pas la plus solide. Un début de journée très animé, avec notamment, il y avait pas mal de difficultés en début de journée et surtout des sprints intermédiaires. Großschartner a notamment pris 2 secondes de modification sur un des sprints. Et surtout, l'animateur de cette journée, ça a été Juan Pedro Lopez, attaquant en début d'étape, puis repris, puis il est reparti de nouveau, avec notamment José Félix Parra, le coureur de la Kern Pharma, qui était José Félix Parra, qui était également dans cette échappée-là. Ils étaient partis avec des équipiers. Donc ça nous a donné une belle bagarre, un groupe qui a vu son avance augmenter, 1 minute, une 15, une 20, alors avec parfois des approximations du côté du GPS. Bon, pendant toute la semaine, le GPS n'a pas été extrêmement fiable, mais c'est vrai qu'à un moment, on nous marquait plus d'1 minute 30 d'avance pour les hommes de tête, et là on se disait, on a à 50 bornes de l'arrivée. On voyait Anders Alland Johannesson faire le tour des popotes un petit peu des adversaires. Je pense notamment à la Burgos. Il essayait de demander de l'aide à pas mal de coureurs. Il a eu de l'aide de l'équipe de Pogacar. Un petit peu, mais on voyait bien que la Lidl Trek faisait tout pour bloquer les relais et pour freiner le rythme du peloton. Et puis au bout d'un moment, on a eu l'aide de la Cara Rural. On arrive à être aux alentours d'1 minute, puis de 50 secondes au pied de la difficulté, dans le final. De l'avant-dernière difficulté. Là, le rythme s'est un petit peu calmé dans cette montée, ce qui fait que les hommes de tête ont gardé leur avance. L'écart n'a pas bougé même, on est resté aux alentours de 50 secondes, et puis on est arrivé dans la dernière difficulté du jour, avec un Juan Pedro Lopez qui a décidé d'être offensif assez vite, de s'isoler. On a eu certes des attaques derrière dans le peloton, car on était revenu à une trentaine de secondes, notamment des Kazan, le coureur de la Polti visite Malta. Et puis on essayait bien de s'isoler dans cette difficulté. On essayait surtout d'attaquer Anders Alland Johannesson, mais qui a réussi lui à ressortir. Et au final, au sommet, notre ami Juan Pedro Lopez n'avait plus que 10 secondes d'avance sur un petit groupe d'une dizaine de coureurs. Groupe qui a ensuite été rattrapé par le peloton. Mais pour notre ami Juan Pedro Lopez, son avance n'était pas suffisante. On a donc eu un sprint assez décousu. Ce sprint, parce qu'il n'y a pas véritablement une équipe qui arrivait à faire le tempo. On manquait un petit peu de main-d'œuvre, on avait un peloton qui était assez réduit. Et à ce petit jeu-là, c'est Ivo Oliveira qui s'est imposé sur cette étape, et qui a un petit peu vengé son frère qui avait été déclassé
lors de l'étape numéro 2 avec cette victoire d'étape. Et pour lui, c'est une 6e victoire dans sa carrière pour Ivo Oliveira. Du côté de la UAE avec cette victoire d'étape. Et au final, du côté du classement général, eh bien, il n'y a pas eu de changement. Le top 10 au départ de cette journée est resté le même top 10 lors de la fin de cette étape, et malgré pourtant une étape qui a été animée et assez intéressante. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top de cette étape, eh bien, je commence avec Ivo Oliveira. Les frères Oliveira qui ont fait une belle semaine du côté de la UAE. C'est Ivo qui s'impose. Moi j'ai bien aimé quand même son attitude à l'arrivée, le petit chute envers les commissaires et les mecs de l'UCI pour leur dire que le déclassement de son frère il n'était pas du tout justifié, et je suis assez d'accord avec ça. Moi j'aime bien, enfin moi je trouve que c'est intéressant quand les mecs donnent leur avis, quand ils sont en plus, ils ont le niveau de performance qui va avec. Quand les mecs n'ont pas de niveau de performance et qu'ils l'ouvrent un petit peu à droite à gauche, je trouve que tu passes très rapidement pour un con, mais là bon, quand tu gagnes, tu peux te le permettre, et de régler, on va dire, un petit peu enfin voilà, de donner son avis surtout sur le déclassement de son frère. Ça a été une belle semaine pour les deux, parce que lui il a quand même pris une 12e place sur l'étape numéro 2. Il avait je sais pas s'il avait même pas remporté le sprint du peloton jour-là, où il était dans les premiers du sprint du peloton, et je trouve qu'on les a beaucoup vus, les frères Oliveira. Ça a été une semaine intéressante. Alors ils savent très bien qu'ils joueront pas, je pense qu'ils iront pas sur le Tour de France, autour de Pogacar. Peut-être même pas sûr qu'ils aillent du côté de la Vuelta, parce qu'on leur préférera peut-être d'autres coureurs. Mais ça veut pas dire que quand tu sais que tu vas pas faire les 3 grands tours, ou tu as peu de chances de faire les 3 grands tours, qu'il faut complètement que tu te laisses aller et que tu arrêtes de courir correctement. Il y a des courses d'une semaine qui peuvent être très intéressantes, et les frères Oliveira l'ont démontré. Ivo Oliveira qui est en fin de contrat l'an prochain. Il a encore l'année 2026, mais voilà, je pense que ça peut être un coureur qui peut être courtisé. De toute façon, les frères Oliveira peuvent être très courtisés par des équipes qui auraient besoin de lanceurs pour un sprint. Là, par exemple, chez Quick-Step ou dans d'autres formations, les frères Oliveira sont très bons dans ce travail-là. Ils se sont déjà auto-lancés l'un pour l'autre, mais ils ont une capacité à être plutôt performants dans ce domaine-là. Donc je me dis, ça pourrait intéresser des équipes de sprinteurs de recruter l'un, voire l'autre. Peut-être qu'il faut recruter les deux, c'est peut-être un package. Mais ça peut être 2 coureurs très intéressants, et tu sais qu'aussi ils peuvent être performants sur des courses d'une semaine, peut-être d'un niveau moindre, où ils peuvent aller chercher des gros points. Ça pourrait intéresser, pourquoi pas, la Astana également, qui n'a pas forcément de coureurs. Enfin voilà, ils ont Chesseball, mais c'est pas excellent Chesseball au niveau du sprint, ça pourrait les intéresser. Deuxième coureur top, Juan Pedro Lopez. Eh bien, autant j'ai critiqué pendant toute la semaine la Lidl Trek, je vous l'ai dit assez régulièrement, autant je trouve aujourd'hui, du côté de Juan Pedro Lopez, on a enfin une stratégie qui était intelligente et qui aurait pu aller au bout. C'était efficace de la part de Juan Pedro Lopez, c'était bien joué. Ils avaient 2 coureurs. Tao Gegenhardt, tu savais qu'il y avait peu de chances qu'on arrive à le faire sortir du peloton. Par contre, Juan Pedro Lopez, il était à 1,35, un truc comme ça, donc pas forcément hyper dangereux tout de suite. Mais tu savais que, voilà, à partir du moment où il prenait 1 minute d'avance, ça pouvait être compliqué pour ses adversaires, et qu'il fallait faire attention. Et c'est là où Juan Pedro Lopez a créé du danger. En plus, il tombe avec José Félix Parra, donc un autre mec qui était aussi dans les mêmes zones au niveau du classement général. Donc là, c'était l'idéal. En plus, ils sont chacun avec un équipier, ce qui fait que le coureur de la Euskaltel, le coureur hongrois de la Euskaltel a pas eu à passer beaucoup de relais en passant, parce que Marton Dina, il a eu la chance de se retrouver avec ces 4 coureurs qui passaient énormément de relais, notamment Saboumen,
mais également Uriarte, hein, qui a fait un gros travail. Et après, on se dit à ce moment-là, bah, tu vois, une 10, une 15. Je pense qu'il a dû y croire, hein. Juan Pedro Lopez à un moment, ça passait bien les relais. Du côté des Cartes Pharma, il n'y avait pas de, on va dire, de coureurs d'un côté comme de l'autre qui essayaient de faire un petit peu le tir au flanc, passer les relais. Sauf que, eh bien, Anders Allan Johannesson a très très bien géré son statut de leader. Ne s'est pas affolé, n'a pas paniqué. Et Juan Pedro Lopez a vu l'écart diminuer. Et au bout d'un moment, quand tu attaques la dernière montée où il devait avoir 30 secondes, 40 secondes d'avance, tu sais que ça va être compliqué. Alors il a mis beaucoup d'énergie dans cette dernière montée. Il a tout essayé. Je pense même qu'il a été au-delà en termes de temps d'effort. Il a vraiment été loin dans l'effort et dans la difficulté. Juan Pedro Lopez, et je pense même ce qui lui manque sur la fin pour rester dans le peloton, parce qu'il a beaucoup donné dans cette montée, et notamment dans la fin de la montée, dans la relance, pour essayer de garder de l'avance. Mais sur la fin, il se fait rattraper parce que le peloton est bien organisé. Et surtout, il est tombé sur un Anders Allan Johannesson qui a très bien couru. Mais c'était bien tenté de la part de la Lidl Trek, encore une fois. Ça aurait pu fonctionner. S'ils étaient tombés sur les Zac del Toro, ça aurait peut-être fonctionné. Mais c'était bien tenté, c'était intelligent de leur part. Ils sont tombés sur un Anders Allan Johannesson qui a très très bien géré la situation, qui n'a pas paniqué. Oui, non, c'était bien tenté, mais ils sont tombés sur un coureur qui a été plus fort qu'eux. Anders Allan Johannesson, troisième coureur top. Bah, tu vois, Isaac Del Toro, il devrait regarder comment Anders Allan Johannesson a géré la situation en tant que leader du classement général. Il devrait peut-être prendre des notes sur cette étape-là du Tour de Slovénie. Et les managers également de la UAE. Ce qui est fort avec Anders Allan Johannesson, c'est que c'est la première fois qu'il se retrouvait comme ça avec un maillot de leader sur les épaules depuis qu'il est chez les pros, enfin du moins dans la catégorie élite. Et parfois, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous passez à côté de votre journée. Surtout qu'il savait qu'il avait peu d'avance. Alors même s'il était très fort la veille, il avait peu d'avance. Et surtout, il était fort, mais son équipe n'était pas forcément la plus solide du peloton. Moi, quand je le vois à 70 bornes de l'arrivée, parce que j'ai regardé l'étape en intégralité au niveau de ce qui était proposé à la télévision, je me suis dit, 70 bornes de l'arrivée, t'as une 15 de retard. On voyait qu'il n'y avait qu'un Uno X qui roulait, je me suis dit, là ça sent pas bon et il va peut-être paniquer, peut-être exploser complet et il va peut-être craquer à un moment. Et puis non, il a été voir encore une fois la Burgos, il a été voir la Cara Rural. Ça a été très intelligent de sa part, d'essayer de trouver des alliés de circonstance. C'est quelque chose qu'on oublie aujourd'hui dans le peloton. Il a été voir les mecs de l'équipe de Poggi en leur disant hey, venez, comme ça vous pouvez montrer le maillot. Il a été voir un petit peu tout le monde pour essayer de trouver des alliés. On a vu, il a énormément discuté dans le peloton, et ça je pense que ça a été très intelligent de sa part. Il n'a pas paniqué, il a fait sa course, et puis ensuite quand il a vu qu'il était très fort, il a fait la montée vraiment de manière costaud, parce que sur la dernière montée à côté de Nové Mesto, il roule vraiment sur un super tempo. Dans cette difficulté-là, il arrive à faire des cassures. La manière dont il revient sur De Kazan est assez impressionnante, et pourtant je pense que De Kazan était vraiment en bonne condition, donc ça confirme que les jambes sont bonnes, ça confirme la forme qu'il avait la veille, Anders Allan Johannesson, et ça va être intéressant encore une fois pour son équipe pour le prochain Tour de France, parce que là je pense qu'ils ont un coureur qui est plutôt en bonne condition et qui peut peut-être faire des choses intéressantes sur la première semaine. Et ensuite, fallait réussir à pas paniquer, fallait pas exploser dans la descente qui était assez technique, et il l'a très bien passé, il l'a très bien géré. Il a attendu que ça revienne de derrière aussi. Là, c'est un nouveau mouvement intéressant, que le peloton revienne de derrière, parce qu'il savait qu'il avait des équipiers à ce moment-là et qu'il serait plus seul.
Et ensuite, dans les 5 derniers kilomètres, je pense qu'il a commencé à un petit peu en profiter, mais pas avant. Mais sur toute la journée, je trouve qu'il a très très bien géré la situation en tant que leader. Et encore une fois, c'était pas habituel pour lui. Alors certes, il a 25 ans, hein, c'est 4 ans de plus que Del Toro. Mais quand même, il faut aussi à gérer cette situation. Et quand tu n'as pas beaucoup d'expérience chez les pros dans ce genre de situation, quand tu n'as pas gagné et que tu n'as pas eu de gros résultats depuis quelques temps aussi, du côté de Anders Allan Johannesson, c'est pas toujours évident. Et là, je trouve qu'il a très très bien géré la situation. Donc il peut être très satisfait de sa victoire au général. Et ça montre qu'il a été régulier parce qu'il gagne sans gagner d'étape. Donc ça veut dire que c'est à la régularité véritablement qu'il a réussi à remporter ce classement général. Et puis je termine avec notre petit Jacob Ormsel. Très bien ce qu'a fait encore aujourd'hui le Jacob Ormsel. Il était un peu en difficulté dans la dernière montée. Mais je trouve que quand il est en difficulté, il gère très bien la situation. Il arrive bien à garder son rythme, à garder un bon tempo pour réussir à rester devant. Et à pas s'affoler là aussi, à pas se mettre dans le rouge, à vouloir suivre à tout prix. Il fait des montées où il essaye de rester dans son rythme et de finir fort ses montées. Il a été très bon sur la relance, je trouve, Ormsel, parce qu'il relance les quelques petits bouts d'image qu'on a pu voir de sa relance, c'était vraiment costaud de la part du jeune Slovène. Et lui, ça ne m'étonnerait pas que l'an prochain, il soit déjà dans l'équipe 1 de la Bahreïn. Normalement, encore une fois, hein, je vous en avais parlé, mais il devait être dans l'équipe de développement. Mais vu comment il a couru cette semaine, vu comment il a tenu également ces 5 jours de course, hein, il était bon mercredi, mais il a fini également en très bonnes conditions et avec un très bon niveau de performance. Je pense que l'an prochain, lui, on devrait le voir à la Bahreïn et ça sera un coureur très intéressant du côté de cette formation. Ça pourrait être un très très bon équipier pour Lenny Martinez. Notamment, et pourquoi pas dans 2 ou 3 ans le voir jouer sa carte, pourquoi pas sur des épreuves un peu plus difficiles que ce Tour de Slovénie. Allez, on regarde tout de suite les bonnes dames. Les bonnes dames du jour, je commence avec un coureur de la Unibet Tietema Rockets qui a été très discret sur cette semaine de compétition, c'est Giovanni Carboni. Et oui, le 5e des Trofeo Leguelia qui était bien revenu sur la fin sur cette journée, qui est pourtant un parcours qui est très difficile, hein, le Trofeo Leguelia, la course d'ouverture de la saison en Italie, mais sur un parcours qui est compliqué. Et je me disais, sur cette semaine de compétition, Carboni, il y aura des opportunités sur des étapes peut-être un peu plus compliquées, et notamment sur cette dernière journée, parce que je pensais que Bomboy aurait du mal à passer, et Bomboy n'est pas passé, il a même abandonné sur cette dernière étape, et je me disais, ah bah tiens, Carboni, jeudi déjà, je me disais, ah bah tiens, quand on voyait qu'il n'y aurait pas un sprint, je me disais, ah bah tiens, Giovanni Carboni, je l'avais vu sur la liste de départ, pourquoi pas, et puis au final, il n'a pas été très performant, peut-être pas les très bonnes jambes hein, du côté du coureur italien, c'est vrai qu'on avait peut-être privilégié la première partie de saison et là on avait peut-être plutôt décidé qu'il soit un peu moins performant. C'est vrai que du côté de la Unibet, on participe pas au grand tour, donc la manière de préparer la saison, la manière de préparer les objectifs est peut-être différente. Le mois de juin est peut-être pas un mois très important du côté de cette équipe et c'est peut-être pour ça que l'on n'a pas qu'on n'avait pas forcément des super jambes, parce que si tu regardes un petit peu toute l'équipe, hier Verschuren fait 16 ou 17, Adrien Mer est à peine dans le top 30, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux également de ces coureurs là. Bomboy qui a été assez mal emmené sur ses sprints, il faut bien le dire, fini sans top 10 du côté de cette semaine, donc ça a été un petit peu compliqué pour la Unibet. Donc voilà, petite déception pour moi. Et puis je termine avec Großschartner. Ouais, je m'attends. Alors, il a pris les secondes des bonifications, mais je m'attendais à ce qu'il tente quelque chose dans la montée finale, qu'il attaque, et on ne l'a jamais vu à l'attaque. Il a suivi, ouais, mais c'est pas en suivant que tu pouvais reprendre 15 secondes.
Il fallait à un moment être offensif, il fallait à un moment attaquer, oser. Et ce qui m'a déçu, c'est qu'il a jamais essayé. Großschartner, on s'est retrouvé à avoir un coureur. Ok, il reprend 2 secondes sur un sprint bonification, mais j'avais l'impression que ce matin, il n'avait pas l'objectif d'être numéro 1 et d'essayer de renverser la table. La Lidl Trek avec cet objectif-là, la Kern Pharma avec cet objectif-là. Bon, la UAE avec Großschartner, j'ai l'impression qu'on était déjà satisfait de cette deuxième place du côté du classement général, ce que je trouve est un petit peu dommageable, est un petit peu décevant de la part du coureur autrichien. C'est pas tous les jours qu'il a la possibilité de jouer sa carte, Großschartner. Très souvent, il est équipier sur pas mal d'épreuves. On l'a vu notamment équipier de Tadej Pogačar. C'est pas du tout le grimpeur numéro 1 de l'effectif. Donc dans ce genre de cas, quand on te donne ta chance, il faut la saisir et il faut être offensif. Et là, voilà, j'ai trouvé le coureur autrichien beaucoup trop attentiste, notamment dans la montée finale. J'aurais aimé qu'il essaye quelque chose. Alors certes, il n'avait pas une équipe très solide autour de lui. C'est vrai que quand on emmène Molano, les frères Oliveira notamment, peut-être qu'on attendait mieux également de Morgado sur cette semaine de compétition, le Portugais ayant été extrêmement discret et il n'a pas joué ce rôle de lieutenant pour Großschartner. Donc c'est vrai que peut-être qu'il attendait, qu'il aurait aimé avoir d'autres coureurs plus performants autour de lui qui lui permettent de faire des différences. Mais là, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu décevant, voilà, du côté de Félix Großschartner. J'aurais aimé un coureur plus offensif aujourd'hui qui tente beaucoup plus de choses. Et là j'ai trouvé qu'il a été trop discret, voilà, sur cette journée de compétition. Donc ça m'a un petit peu déçu, voilà, du côté de Félix Großschartner. On termine avec les différents classements de cette semaine de compétition. Et bien donc pour le vainqueur de cette étape, c'est Ivo Oliveira devant Badjoli Barcelo, notamment avec Fabio Cresten 4e devant Creccioli. Jelte Creation qui était le seul de la Jaico Alula qui finit 6e devant Ormzel, Quattorci, Scalco et Fagundez. Du côté du classement général, donc pas de changement dans le top 10. Anders Alland Johannessen s'impose devant Großschartner, Guggenhardt, Ormzel, Fabio Cresten. Ça va faire du bien au niveau des poids UCI, c'est 200 points UCI du côté de la Uno X. On rajoute en plus à ça les 70 points de Johannes Koulset. Donc autant vous dire que c'est une bonne semaine pour l'équipe norvégienne pour le classement UCI. Et puis on retrouve ensuite Castellon, Barcelo, Parra et Alex Tollio qui prend la 10e place. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la Polti Visite Malta. C'est Davide De Cassan qui est le premier, mais seulement 16e. Donc il marque beaucoup moins de points que la Bardiani, que la Cara Rural ou que la Kern Pharma dans cette fameuse opposition pour la 30e place du classement UCI. Du côté du classement de meilleur sprinter, c'est Fabio Cresten qui s'impose grâce à cette 4e place. Il devant Zidane Groenewegen. Il y avait seulement un point d'écart entre les deux. Anders Alland Johannessen est 3e devant Bao Haus et Teutenberg. Le classement de la montagne est remporté lui par Fabio Cresten. Alors, on s'est retrouvé à avoir 3 coureurs à égalité, sauf que c'est le classement général qui compte dans ce genre de cas, et donc Fabio Cresten était mieux classé que Steinhardt et Zoccarato, donc c'est pour ça qu'il prend la victoire dans ce classement qui a été très serré. Du côté du maillot blanc, là ça n'a pas été serré. Ormzel s'impose devant Johannes Koulset, Yann Castellon, Scalco et Paletti du côté de ce classement, et pour le classement par équipe, c'est la Bardiani qui s'impose devant la Cara Rural, la Lidl Trek, l'équipe Kern Pharma et la team Polti Visite Malta. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette semaine de compétition. Nous, on continue de se retrouver avec le Dauphiné. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!